Et si la Première Guerre mondiale ne s'était jamais vraiment terminée en 1918? Si l'armistice n'avait été en fait que le point de départ d'une réaction en chaîne? Un véritable effet domino qui a façonné tout le XXe siècle. C'est ce qu'on va explorer. Comment les conséquences de ce conflit ont, pièce par pièce, préparé le terrain pour le suivant. Alors, le tout premier domino, le plus lourd, le plus terrible, c'est évidemment le coût humain. Et là, le chiffre, il donne le vertige. Entre 10 et 18 millions de morts. C'est une saignée démographique monumentale qui laisse derrière elle une Europe en deuil, complètement exsangue. Mais les morts ne sont qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi tous ceux qui sont revenus, des millions d'hommes marqués à vie dans leur chair. L'expression « gueule cassée », elle est née là, dans cette boucherie, pour décrire ces soldats au visage mutilé. Un rappel quotidien, visible, de l'horreur des tranchées. Et le traumatisme ne s'arrête pas au corps, loin de là. La brutalité de cette guerre industrielle, c'était quelque chose d'inédit. Ça a laissé des blessures psychologiques profondes, invisibles, mais à une échelle jamais vue. C'est tout un continent qui est brisé de l'intérieur. Le choc est tellement immense qu'on a dû en fait inventer une nouvelle branche de la médecine, la psychiatrie moderne, pour essayer de mettre des mots et des soins sur ces maux de l'âme. Alors, après ce coup humain absolument terrible, il faut regarder le bilan politique. En 1919, on signe le traité de Versailles. Sur le papier, c'est la paix, mais on va vite voir qu'il a surtout pavé l'autoroute vers un ressentiment explosif. Au cœur de ce traité, il y a cet article, le 231. Et ce qui est fou avec cet article, c'est pas juste ce qu'il dit, c'est sa portée morale. L'Allemagne est officiellement et seule désignée comme responsable du déclenchement de la guerre, de tous les morts, de tous les dégâts. Et bien sûr, cette culpabilité a un prix très très lourd. Les sanctions sont conçues pour être punitives. On occupe sa région industrielle la plus riche, la Rhénanie. On lui ampute des territoires et on lui impose des réparations financières absolument colossales. L'idée, c'était simple, mettre l'Allemagne à genoux pour qu'elle ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Et c'est précisément là que le poison de l'humiliation commence à s'infiltrer. Parce qu'il faut se mettre à leur place. Pour beaucoup d'Allemands, leur armée n'a pas été vaincue sur le terrain, elle n'a pas capitulé. Du coup, ce traité, ils ne le voient pas comme une paix, mais comme un diktat, une humiliation imposée. Et ça, c'est le terreau parfait pour un sentiment de trahison insupportable. Alors forcément, une humiliation nationale pareille, c'est une poudrière. La question, ce n'est plus si ça va exploser, mais qui va trouver et allumer la mèche. Et la réponse, croyez-moi, elle ne s'est pas fait attendre. La connexion est quasi immédiate. Regardez bien les dates, parce que c'est juste hallucinant. 1919, signature du traité. À peine un an plus tard, en 1920, un petit parti extrémiste publie son programme. La cause et les faits sont là, noir sur blanc. En fait, ce que fait Hitler, c'est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Il prend toute cette colère, toute cette frustration qui flotte dans l'air et il la canalise. Il offre au peuple allemand une direction, une promesse qui résonne avec ce sentiment d'injustice, la revanche, et avec elle, la restauration de la fierté nationale. Mais attention, on aurait tort de penser que tout ça ne concerne que l'Allemagne. Pendant que la vieille Europe se déchire et se panse les plaies, c'est toute la carte du pouvoir mondial qui est en train d'être complètement redessinée. Un empire s'effondre et un autre prend sa place. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, l'Europe, en ruine, économie à terre et surtout endettée jusqu'au cou. Et de l'autre, qui tire les marrons du feu, les États-Unis. En quelques années, il passe du statut de débiteur de l'Europe à celui de banquier du monde. C'est l'Amérique qui tient désormais les cordons de la bourse. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, loin de là. C'est tout un mode de vie, une culture qui déferle sur le continent. C'est ce qu'on appelle le soft power. L'exemple parfait, c'est le jazz qui débarque dans les cabarets de Paris, de Berlin. Il devient le symbole de la modernité, de la fête, de la vie, pendant que l'Europe est encore dans l'austérité. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Quand on met tout bout à bout, le traumatisme de 14-18, l'humiliation du traité de Versailles qui nourrit directement la montée du nazisme et ce basculement de puissance mondiale, peut-on vraiment dire que la guerre s'est terminée en 1918? Ou est-ce que l'armistice n'était finalement qu'une pause, une sorte d'entracte de 20 ans avant le deuxième acte de la même tragédie?